Il neigeait encore davantage le lendemain, une neige lourde, mélangée de pluie, de gros flocons bleuâtres qui tombaient et faisaient de la boue. Le temps était humide et glacé. Je m'étais éveillée un peu tard, la tête étrangement troublée des émotions de la soirée, le cœur enivré de cette belle rencontre. Dans mon ravissement, j'étais restée couchée un moment tout éveillée, imaginant Iladja Ali à mes côtés. J'ouvrais les bras, je m'étreignais moi-même et donnais des baisers dans le vide. Puis je m'étais enfin levée, j'avais pris une nouvelle tasse de lait et tout de suite par-dessus un beefsteak. Je n'avais plus faim, mais de nouveau mes nerfs étaient surexcités. Je descendis au marché aux habits. Il m'était venu à l'idée que je pourrais peut-être trouver un gilet d'occasion, à bon marché, quelque chose à porter sous ma jaquette, n'importe quoi. Je gravis le perron du marché et découvris un gilet que je me mis à examiner. Tandis que j'étais ainsi occupée, vint à passer un ami. Il me fit un signe de tête et m'appela. Je laissai le gilet et descendis vers lui. Il était ingénieur technique et se rendait à son bureau. « Venez avec moi prendre un verre de bière, dit-il. Mais venez vite, j'ai très peu de temps. Quelle était cette dame avec qui vous vous promeniez hier soir ?» « Écoutez, dis-je, jaloux de sa seule pensée, si c'était ma fiancée. »« Ah, fichtre, dit-il. Oui, ça s'est décidé hier. Je l'avais écrasée, il me croyait sur parole. Je l'abreuvais de mensonges pour m'en défaire. On nous servit la bière, nous la bûmes et nous partîmes. « Alors, au revoir. Écoutez, dit-il tout à coup, je vous dois quelques couronnes et c'est une honte de ne pas les avoir rendues depuis longtemps. Mais vous les aurez au premier jour. »« Merci, répondis-je, mais je savais qu'il ne me rendrait jamais ces quelques couronnes. » Par malheur, la bière me monta aussitôt à la tête, qui devint brûlante. L'aventure de la veille obsédait ma pensée et m'affolait presque. Si elle ne venait pas au rendez-vous mardi, si elle commençait à réfléchir et concevait des soupçons de quoi? D'un coup, mes idées devinrent lumineusement claires et se mirent à tourner autour de l'argent. Je devins anxieux, mortellement effrayé de moi-même. Le vol, avec tous ses détails, fondit sur moi. Je vis la petite boutique, le comptoir, ma main maigre saisissant la monnaie, et je me dépeignais les procédés de la police quand elle viendrait m'arrêter. Des fers aux mains et aux pieds. Non, aux mains seulement, peut-être à une seule main. La barre, l'interrogatoire du préposé, le bruit de sa plume grattant le papier, son regard, son terrible regard. Bon, monsieur Tongen, cellule, l'éternelle ténèbre. Je serrais violemment les poings pour me donner courage, je pressai le pas et arrivai place du Grand Marché. Là, je m'assis. Pas d'enfantillage. Comment diable pourrait-on prouver que j'avais volé? Au surplus, le commis épicier n'oserait pas faire d'esclandre, même si un jour il se rappelait comment l'affaire s'était passée. Il tenait trop à sa place. Pas de bruit, pas de scène, je vous en prie. Mais tout de même cet argent pesait un peu dans ma poche et ne me laissait pas en paix. Je me mis à me scruter moi-même, et je découvris, clair comme le jour, que j'étais plus heureux auparavant, quand je souffrais en toute honnêteté. Et Iladja Ali, ne l'avais-je pas entraîné dans la bassesse de mes mains pécheresses? Seigneur Dieu, Seigneur mon Dieu, Iladja Ali. Je me sentais saoul comme une grive. Je me dressai d'un bond soudain et allai droit vers la marchande de gâteaux près de la pharmacie de l'Éléphant. Je pouvais encore me relever de mon déshonneur. Il n'était pas trop tard, loin de là. Je montrerais au monde entier que j'en étais capable. En route, je préparais l'argent. Je tenais jusqu'au dernier oré dans ma main. Je me penchais sur l'éventaire de la bonne femme, comme si je voulais acheter quelque chose, et sans plus, je lui mis l'argent dans la main. Je ne prononçai pas une parole, et m'en allai aussitôt. Quel goût admirable cela vous avait, d'être de nouveau un honnête homme. Mes poches vides ne me pesaient plus, ce m'était une jouissance de me retrouver à sec. En y réfléchissant bien, cet argent m'avait, au fond, coûté bien du souci secret. J'y avais réellement pensé à maintes reprises, avec un frisson. Je n'étais pas une âme endurcie. Ma nature honnête s'était révoltée contre cette action vile, parfaitement. Dieu merci, je m'étais relevée devant ma propre conscience. « Imitez-moi » dis-je avec un regard sur la place fourmillante. « Imitez-moi donc seulement. »
J'avais donné de la joie à une pauvre vieille marchande de gâteaux, que c'en était une bénédiction. Elle ne savait à quel saint se vouer. Ce soir, ses enfants ne se mettraient pas au lit avec la faim. Je m'excitais avec ces pensées, et je trouvais que je m'étais conduit d'une manière admirable. Dieu merci, l'argent était maintenant hors de mes mains. Ivre et énervé, je traversais la rue, gonflé d'orgueil. Pouvoir me présenter pure et honnête devant Iladjali et la regarder en face. Dans mon ivresse, je ne me connaissais plus de joie. Je n'avais plus de douleur, j'avais la tête claire et vide. C'était, ainsi qu'il convenait, une tête de lumière éternelle qui resplendissait sur mes épaules. L'envie me prit de faire des espiègleries, des choses étonnantes, de chahuter et de mettre la ville sans dessus-dessous. En remontant toute la rue Graensen, je me comportais comme un fou. Les oreilles me bourdonnaient légèrement, et dans mon cerveau, l'ivresse battait son plein. Enthousiasmé de témérité, l'idée me vint d'aller vers un commissionnaire, qui d'ailleurs n'avait pas prononcé une parole, de lui dire mon âge, de lui prendre la main, le dévisager d'un regard pénétrant, et le laisser là ensuite sans aucune explication. Je distinguais les nuances dans les voix et les rires des passants. J'observais quelques petits oiseaux qui sautillaient devant moi sur la chaussée. Je me mis à étudier l'expression des pavés, et y trouvais toutes sortes de signes et de figures étranges. Cependant j'étais arrivé à la place du Storting. Je m'arrête brusquement et regarde les fiacres avec attention. Les cochers se promènent en faisant la conversation. Les chevaux baissent le nez sous le mauvais temps. « Allons », dis-je, en me donnant un coup de coude. J'allais vivement à la première voiture et y montais. « Route de Hulleval, numéro 37 » criai-je, et nous démarrâmes. En route, le cocher se mit à regarder derrière lui, se pencha, guigna dans la voiture où j'étais assis sous le tablier. Lui était-il venu un soupçon ? Sans aucun doute, mes vêtements misérables avaient attiré son attention. « C'est un homme que j'ai besoin de voir », dis-je pour le prévenir, et je lui expliquai instamment qu'il me fallait de toute nécessité rencontrer cet homme. Nous nous arrêtons devant le 37, je saute de la voiture, grimpe les escaliers en courant jusqu'au second étage, saisis un cordon de sonnette et le tire. À l'intérieur, la sonnette tinte, 6 ou 7 coups effroyables. Une bonne vient ouvrir. Je remarque qu'elle a des boucles d'oreilles en or et des boutons de lasting noirs à son corsage gris. Elle me regarde d'un air effrayé. Je demande Kierulf, Joachim Kierulf, si je puis me permettre, un marchand de laine. Bref, il n'y avait pas à s'y tromper. La bonne secoue la tête. « Il ne demeure pas de Kierulf ici, » dit-elle. Elle me regarde fixement, met la main sur le bouton de la porte, toute prête à se retirer. Elle ne se donnait aucune peine pour trouver mon homme. Elle avait vraiment l'air de connaître la personne que je demandais, pour peu qu'elle se donnât la peine de réfléchir. La paresseuse créature. La fureur me prit. Je lui tournai le dos et redescendis l'escalier en courant. Il n'était pas là ? Non. Allez rue des Lutins, numéro 11. J'étais dans la plus violente agitation et le cocher en subit la contagion. Il crut fermement qu'il y allait de ma vie et il repartit sans hésiter. Il menait un train d'enfer. « Comment s'appelle cet homme ?» demanda-t-il en se tournant sur le siège. « Kierulf le marchand de laine. » Au cocher aussi il semblait bien qu'il n'y avait pas à s'y tromper. L'homme n'avait-il pas l'habitude de porter une jaquette claire ? « Qu'est-ce que c'est » criai-je. « Une jaquette claire ? Êtes-vous fou ? Croyez-vous que c'est une tasse à thé que je cherche ?» Cette jaquette claire me dérangeait beaucoup et me gâtait l'image que je m'étais faite de mon homme. « Quel nom avez-vous dit ? Gjaerulf ? » « Bien sûr, répondis-je. Y a-t-il à cela quelque chose d'extraordinaire ? Le nom ne déshonore personne. »« N'a-t-il pas des cheveux rouges ?» C'était ma foi bien possible qu'il eût des cheveux rouges. Et du moment que le cocher mentionnait la chose, je fus tout de suite certain qu'il avait raison. Je me sentis reconnaissant envers ce pauvre voiturier, et lui dis qu'il avait mis dans le mille. C'était exactement comme il le disait. Ce serait un phénomène, dis-je, de voir un tel homme sans cheveux rouges. « Ce doit être lui que j'ai conduit quelquefois, dit le cocher, même qu'il avait un gourdin noueux. » Ce détail me faisait voir l'homme en chair et en os, et je dis « Hé hé, personne n'a encore vu cet homme sans son gourdin à la main, vous pouvez en être sûr, tout à fait sûr. » Oui, c'était clair que c'était l'homme qui l'avait conduit,
Il le reconnaissait. Et nous roulâmes si vite que le cheval en faisait feu des 4 fers. Au milieu de cette surexcitation, je n'avais pas un seul moment perdu ma présence d'esprit. Nous passons devant un agent de police, et je remarque qu'il a le numéro 69. Ce chiffre me frappe cruellement juste, s'enfonce aussitôt comme une écharde dans mon cerveau. 69, exactement 69, je ne l'oublierai pas. Je m'adossais au fond de la voiture, en proie aux plus folles lubies. Je me recroquevillais sous la capote, afin que personne ne me vît remuer la bouche, et je me mis à converser idiotement avec moi-même. La folie fait rage dans mon cerveau, et je la laisse faire. Je suis pleinement conscient de subir des influences dont je ne suis pas maître. Je me mis à rire d'un rire silencieux et passionné, sans l'ombre de motif, encore joyeux et ivre des quelques verres de bière que j'avais bu. Peu à peu, ma surexcitation décroît, mon calme revient de plus en plus. Je sentais le froid à mon doigt blessé, et le fourrais dans le col de ma chemise pour le réchauffer un peu. Nous arrivâmes ainsi à la rue des Lutins. Le cocher s'arrête. Je descends de la voiture sans hâte, sans pensée, épuisée, la tête lourde. J'entre sous la porte cochère, arrive dans une arrière-cour que je traverse, me heurte à une porte que j'ouvre, j'y entre et je me trouve dans un corridor, une sorte d'antichambre avec 2 fenêtres. Dans un coin, il y a 2 malles, l'une sur l'autre, et sur le côté long, contre la paroi, un vieux canapé de bois blanc avec une couverture. À droite, dans la pièce voisine, j'entends des voix et des cris d'enfants. Au-dessus de moi, au premier étage, le bruit d'une plaque de fer qu'on martèle. Je remarque tout cela aussitôt en entrant. Je traverse tranquillement la pièce, je vais à la porte opposée, sans me presser, sans penser à fuir, je l'ouvre et sors dans la rue des Voituriers. Je lève les yeux sur la maison que je viens de traverser et lis au-dessus de la porte « Auberge et logis pour voyageurs ». Il ne me vient pas à l'idée de me dérober, d'échapper au cocher qui m'attend. Je m'en vais, avec grand sang-froid, au milieu de la rue des Voituriers, sans crainte et sans avoir conscience de mal faire. Kierulf, ce marchand de laine qui avait hanté si longtemps mon cerveau, cet être que je croyais exister et qu'il me fallait trouver de toute nécessité, était sorti de ma pensée, disparu, effacé, avec toutes les autres folles inventions qui venaient et partaient à tour de rôle. Je ne me le rappelais que comme un pressentiment, un souvenir. Je me dégrisais de plus en plus à mesure que j'avançais. Je me sentais lourd et las et traînais les pieds derrière moi. La neige continuait à tomber en gros flocons humides. Finalement, j'arrivais au faubourg des Groenland. J'allais jusqu'à l'église et m'assis sur un banc pour me reposer. Tous les passants me considéraient avec étonnement. Je m'abîmais dans mes pensées. Grand Dieu, dans quel triste état j'étais. J'étais si profondément dégoûté et fatigué de toute ma misérable vie qu'à mon sens, cela ne valait plus la peine de lutter pour la conserver. L'adversité avait pris le dessus. Elle avait été trop rude. J'étais extraordinairement délabré. Je n'étais plus que l'ombre de ce que j'avais été jadis. Mes épaules s'étaient affaissées, toutes déjetées sur le côté, et j'avais pris l'habitude de marcher complètement courbé pour protéger ma poitrine du mieux que je pouvais. J'avais passé l'inspection de mon corps quelques jours plus tôt, un après-midi dans ma chambre, et j'avais pleuré sur lui durant tout ce temps. Depuis bien des semaines, je portais la même chemise. Elle était roide de vieille sueur et m'avait rongé le nombril. Il sortait de la plaie un peu d'eau sanguinolente. Ce n'était pas douloureux, mais c'était affligeant d'avoir cette plaie au beau milieu du ventre. Je n'avais pas de remède là contre, et la plaie ne se refermait pas toute seule. Je la lavai, l'essuyai soigneusement et remis la même chemise. Il n'y avait rien à y faire. Je suis assis sur mon banc, pensant à tout cela, et je suis passablement triste. Je me dégoûtais moi-même, jusqu'à mes mains qui me paraissaient répugnantes. Cette expression avachie, impudique, du dos de mes mains, me tourmente, me cause un malaise. Je me sens brutalement impressionné par la vue de mes doigts maigres. Je hais tout mon corps flasque, et j'ai horreur de le porter, de le sentir autour de moi. Seigneur Dieu, si cela pouvait en finir maintenant, je voudrais tant mourir. Complètement abattu,
Souillée et avilie à mes propres yeux, je me levai machinalement et me remis à marcher vers mon logis. Chemin faisant, je passai devant une porte cochère où on pouvait lire « Suaire, chez demoiselle Andersen, à droite sous la porte cochère ». Vieux souvenir, dis-je, et je me rappelai ma précédente chambre dans le quartier de Hammersborg, le petit fauteuil à bascule, la tenture de journaux là-bas près de la porte, l'avis du directeur des phares, et le pain frais de Fabian Olsen, le boulanger. Ah, j'étais bien plus heureux alors que maintenant. Une nuit, j'avais écrit un feuilleton de 10 couronnes. Maintenant, je ne pouvais plus rien écrire. Je ne pouvais absolument plus rien écrire. Ma tête devenait vide aussitôt que j'essayais. Oui, je voulais en finir, et je marchais. À mesure que j'approchais de la boutique d'articles de ménage, j'avais le sentiment à demi conscient que j'approchais du danger. Mais je persévérais dans mon projet. Je voulais me dénoncer moi-même. Je montais calmement le perron. Dans la porte, je rencontre une petite fille qui porte une tasse à la main. Je la laisse passer et ferme la porte. Le commis et moi, nous sommes en face l'un de l'autre, seuls, pour la seconde fois. « Hein, dit-il, quel temps affreux !» Pourquoi ce détour? Pourquoi ne pas m'empoigner tout de suite? La fureur m'emporte et je dis « Je ne viens pas pour parler du temps. » Cette violence le surprend. Sa petite cervelle d'épicier s'arrête. Il ne lui était pas venu à l'idée que je l'avais filouté de 5 couronnes. « Ne savez-vous donc pas que je vous ai filouté ?» dis-je impatiemment, et je respire avec violence. Je tremble, je suis tout prêt à employer la force s'il ne vient pas tout de suite au fait. Mais le pauvre homme ne se doute de rien. Grand Dieu, au milieu de quels stupides individus on est forcé de vivre. Je le couvre d'injures, lui explique point par point comment la chose s'est passée, lui montre où je me tenais et où il se tenait quand l'acte a été commis, où se trouvaient les pièces de monnaie, comment je les avais rassemblées dans ma main et refermé la main dessus. Il comprend tout, et néanmoins, il ne me fait rien. Il se tourne de côté et d'autre, prête l'oreille au pas dans la pièce d'à côté, me fait « chut » pour que je parle plus bas, et finit par dire « C'était assez ignoble de votre part. »« Ah, permettez » criai-je, dans mon besoin de le contredire et de l'exciter. Ce n'était pas aussi vil et aussi abject qu'il se le figurait dans sa petite tête d'article de ménage. Naturellement, je n'avais pas gardé l'argent, cela ne pouvait jamais me venir à l'idée. Je ne voulais en tirer aucun profit pour moi-même, cela répugnait à ma nature foncièrement honnête. Qu'est-ce que vous en avez donc fait? J'en ai fait cadeau à une pauvre vieille femme, jusqu'au dernier oré, sachez-le. Voilà quel homme j'étais, je n'oubliais pas les pauvres si totalement. Il réfléchit là-dessus un petit moment. Il est visiblement très indécis, sur le point de savoir si je suis ou non un honnête homme. Enfin il dit « N'auriez-vous pas plutôt dû rendre l'argent ?» « Écoutez, » répondis-je effrontément, « je ne voulais pas vous mettre dans l'embarras, je voulais vous épargner. Mais voilà le merci qu'on a quand on est magnanime. Je suis là à vous expliquer toute l'affaire, et vous n'avez pas honte comme un chien. Vous ne vous disposez point à passer l'éponge sur cette histoire. Aussi je m'en lave les mains. Du reste, je vous envoie au diable. Adieu !» Je sortis en claquant rudement la porte. Mais quand j'arrivai dans ma chambre, dans cette affligeante tanière, trempée de neige fondue, les genoux tremblants de mes pérégrinations du jour, je perdis instantanément mon arrogance et m'affaissai de nouveau. Je regrettais mon attaque contre le pauvre boutiquier. Je pleurais, me pris à la gorge pour me punir de mon vilain tour et fis le diable à 4. Il avait naturellement eu une peur mortelle de perdre sa place. Il n'avait pas osé faire de bruit pour ces 5 couronnes que la maison avait perdues. Et moi, j'avais profité de sa crainte. Je l'avais tourmenté par mon discours à haute voix, je l'avais lardé à chaque mot que je criais. Et le patron épicier lui-même était peut-être dans la pièce à côté, et il s'en était fallu d'un cheveu qu'il se sentit tenté de venir vers nous voir ce qui se passait. Il n'y avait plus de borne à ce que je pouvais oser comme infamie. Bon, mais pourquoi n'avais-je pas été arrêté? Au moins c'eût été une conclusion. J'avais pour ainsi dire tendu les mains au fer. Je n'aurais pas fait la moindre résistance, bien au contraire, je m'y serais prêté. Dieu du ciel et de la terre, un jour de ma vie pour avoir encore une seconde de bonheur, toute ma vie pour un plat de lentilles. Écoute-moi seulement une fois.
Je me couchais dans mes vêtements mouillés. J'avais l'obscure idée que peut-être je mourrais dans la nuit, et j'employais mes dernières forces à mettre un peu d'ordre dans mon lit pour que tout ait un aspect à peu près convenable autour de moi le lendemain matin. Je joignis les mains et choisis ma position. Puis tout à coup, je me rappelais Ila Jelly. L'avoir ainsi totalement oublié toute la soirée, et de nouveau la lumière pénètre, toute faible, dans mon esprit, un petit rayon de soleil qui me dispense une chaleur bénie. Puis le soleil grandit, c'est une douce, fine lumière de soie dont la caresse m'engourdit délicieusement. Et le soleil devient de plus en plus fort, il brûle ardemment mes tempes, il bout, lourd et incandescent dans mon cerveau exsangue. Et finalement flambe devant mes yeux un affolant bûcher de rayons, le ciel et la terre enflammés, des hommes et des bêtes de feu, des champs de feu, des diables de feu, un abîme, un désert, un univers en feu, un jugement dernier fumant. Puis je ne vis et n'entendis plus rien. Le lendemain, je m'éveillai en sueur, moite par tout le corps. La fièvre m'avait violemment secouée. Pour commencer, je n'avais pas clairement conscience de ce qui m'était arrivé. Je regardais autour de moi avec étonnement, me sentais complètement transformée dans toute ma manière d'être. Je ne me reconnaissais plus moi-même. Je me tâtais les bras de bas en haut et les jambes de haut en bas, tombais en stupéfaction de voir la fenêtre dans ce mur-là et non dans le mur diamétralement opposé, et j'entendais le piétinement des chevaux dans la cour comme s'ils venaient d'en haut. J'avais aussi passablement mal au cœur. Mes cheveux mouillés et froids me collaient au front. Je me levais sur un coude et regardais mon oreiller. Sur l'oreiller aussi, il était resté des cheveux mouillés, par petites touffes. Au cours de la nuit, mes pieds avaient enflé dans mes souliers. Mais cela ne me faisait pas mal, seulement je ne pouvais guère remuer les orteils. Comme l'après-midi s'avançait et qu'il commençait à faire un peu sombre, je me levai du lit et me mis à m'occuper dans ma chambre. J'essayais d'avancer à petits pas circonspects, veillant à garder l'équilibre en épargnant autant que possible mes pieds. Je ne souffrais pas beaucoup, et je ne pleurais pas. Somme toute, je n'étais pas triste. Je me sentais, au contraire, merveilleusement satisfait. Il ne me venait pas l'idée, à ce moment précis, qu'aucune chose pût être autrement qu'elle n'était. Puis je sortis. La seule chose qui me gênât un peu, c'était, malgré mon dégoût de la nourriture, la faim quand même. Je commençais à me sentir de nouveau un appétit scandaleux, une profonde et féroce envie de manger qui croissait et croissait sans cesse. Elle me rongeait impitoyablement la poitrine. Un travail silencieux, étrange, se faisait là-dedans. On eût pu croire à une vingtaine de fines petites bestioles qui penchaient la tête d'un côté et rongeaient un peu, penchaient la tête de l'autre côté et rongeaient un peu, restaient un moment tout à fait tranquilles, recommençaient, se frayaient un chemin sans bruit et sans hâte, et laissaient des espaces vides partout où elles avaient passé. Je n'étais pas malade, mais épuisée. Je commençais à transpirer. Je pensais aller au grand marché me reposer un peu, mais le chemin était long et difficile. Finalement, j'étais presque arrivée. J'étais au coin de la place et de la rue du marché. La sueur me coulait dans les yeux, embuait mes lunettes, me rendait aveugle, et je m'étais arrêtée précisément pour m'essuyer un peu. Je ne fis pas attention à l'endroit où je me trouvais, je n'y réfléchis pas, le bruit autour de moi était effroyable. Brusquement, un appel sonne, un avertissement froid, tranchant. J'entends cet appel, je l'entends très bien, et je me jette nerveusement de côté, je fais un pas aussi vite que peuvent se mouvoir mes mauvaises jambes. Un monstre de voiture de boulanger passe devant moi et frôle ma jaquette de sa roue. Si j'avais été plus prompt, je m'en serais tiré absolument indemne. J'aurais peut-être pu être un peu plus prompt, un tout petit peu plus prompt, si je m'en étais donné la peine. Il n'y avait plus rien à y faire. Je perçus une douleur à l'un de mes pieds, quelques orteils furent écrasés, je les sentis pour ainsi dire se recroqueviller dans mon soulier. Le boulanger retient ses chevaux de toutes ses forces. Il se tourne sur son siège et demande avec terreur comment cela s'est passé. Oh, cela aurait pu se passer bien plus mal. Ce n'était peut-être pas si grave, je ne croyais pas que rien fût cassé. Oh, je vous en prie. Je me dirigeai vers un banc du plus vite que je pouvais.
Tous ces gens qui s'arrêtaient, les yeux fixés sur moi, me déconcertaient. À la vérité, ce n'était pas un coup mortel. J'avais eu relativement de la chance, du moment qu'il fallait que le malheur arrivât. Le pire était que mon soulier avait été écrasé, mis en pièces, la semelle arrachée au bout. Je levai le pied et vis du sang dans l'ouverture béante. Bah, cela n'avait pas été fait volontairement de part ni d'autre. L'homme n'avait pas eu l'intention d'aggraver mon triste état. Il avait l'air très effrayé. Peut-être que si je lui avais demandé un des petits pains de sa voiture, il me l'aurait donné. Il me l'aurait certainement donné avec joie. Que Dieu lui donne de la joie en retour, où qu'il soit. J'avais une faim cruelle, et je ne savais comment venir à bout de mon impudent appétit. Je me tournais de côté et d'autre sur le banc, et m'appuyais la poitrine sur les genoux. Quand il fit sombre, je me traînais vers le dépôt. Dieu sait comment j'y arrivais, et je m'assis sur le coin de la balustrade. J'arrachai une des poches de ma jaquette, et me mis à la mâcher, du reste sans aucune idée précise, avec une mine sombre, les yeux fixés droit devant moi, sans voir. J'entendais quelques petits enfants jouer autour de moi, et je percevais instinctivement quand un promeneur passait devant moi. À part cela, je ne remarquais rien. Puis tout à coup, l'idée me vint de descendre dans une des échoppes de la halle aux viandes, en dessous de moi, pour me procurer un morceau de viande crue. Je me lève, enjambe la balustrade, vais jusqu'à l'autre bout du toit de la halle, et je descends. Une fois arrivé presque au niveau des étaux, je criai dans la cage de l'escalier, et fis un geste de menace, comme si je parlais à un chien là-haut derrière moi, et effrontément je m'adressai au premier boucher que je rencontrai. « Oh, soyez aimable de me donner un os pour mon chien, dis-je. Rien qu'un os, il n'est pas besoin qu'il y ait quelque chose après, c'est simplement pour qu'il ait quelque chose à porter dans la gueule. » On me donna un os, un magnifique petit os, où il restait encore un peu de viande, et je le fourrai sous ma jaquette. Je remerciai l'homme si chaleureusement qu'il me regarda, étonné. « Il n'y a pas de quoi ?» dit-il. « Ne dites pas cela, balbutiai-je, c'est très gentil de votre part. » Et je montai. Mon cœur battait fortement.